Alors, tout le monde voyait Google complètement à la ramasse sur l'IA, genre en train de pioncer pendant que la concurrence mettait le feu partout. Mais pendant ce temps-là, le PDG Sundar Pichai y préparait un tout autre scénario. C'est ce plan, cette fameuse riposte, qu'on va décortiquer. Bon, on va pas tourner autour du pot. La question que toute la tech s'est posée, c'est est-ce que Google s'est fait prendre le pantalon sur les chevilles, mais monumentalement? La perception générale, c'était clairement ça. Le géant, celui qui a littéralement inventé la moitié des trucs qui font tourner l'IA aujourd'hui, s'était fait doubler comme un bleu. C'est quand même un comble, non? C'est un peu comme si Ferrari se faisait surprendre par l'invention du moteur explosion. L'ironie est assez délicieuse, faut l'avouer. Même le grand Manitou, Pichai lui-même, il l'admet à demi-mot. Ouais, de l'extérieur, ça puait la défaite. Il reconnaît que pendant qu'OpenAI et les autres faisaient le show avec des démos de dingue, Google, c'était silence radio. Mais attention, il nous dit que ce n'était pas un retard, non, c'était un silence stratégique. Voyez le genre? Le silence du fauve qui attend le moment parfait pour sauter à la jugulaire. Enfin, c'est l'histoire qu'il essaie de nous vendre. OK, alors, c'est quoi ce plan de génie, cette riposte sortie du chapeau? En fait, tout repose sur une seule et même stratégie qu'ils peaufinent depuis près de 10 ans. Un pari qu'ils appellent, avec un nom bien corpo, l'approche full stack. Et ce qui est fou, quand on regarde cette chronologie, c'est que ça montre bien que ce n'est pas une réaction de panique genre « Oh merde, vite, faut faire un truc ». C'est l'aboutissement d'un plan à très long terme. Regardez bien, ça démarre en 2012 avec les mecs de Google Brain qui apprennent à une IA à reconnaître des chats sur YouTube. Puis ils rachètent DeepMind en 2014. Le coup de tonnerre d'AlphaGo en 2016 qui pulvérise le champion du monde de Go. Et surtout, le truc crucial, la même année, ils se mettent à fabriquer leur propre putain de puces, les TPU, taillées sur mesure pour l'IA. C'est aussi là que Pichai déclare que Google est une boîte AI first. Les mecs plaçaient leur pion bien avant que le commun des mortels ait même entendu le mot ChatGPT. Bon, full sac, on va traduire ce jargon marketing. En gros, ça veut juste dire qu'ils possèdent toute la putain de chaîne de production, de A à Z, du silicium qui compose la puce jusqu'à l'application sur notre téléphone. Ils fabriquent leur hardware, leur propre puce, ils développent le cerveau, leur modèle Gemini, et ils l'injectent dans les produits que des milliards de gens utilisent tous les jours. C'est un avantage absolument monstrueux. OpenAI, par exemple, ils louent leur serveur à Microsoft. Google, eux, ils sont propriétaires de l'usine et des murs. C'est pas le même jeu. Et c'est là que le plan devient diabolique. C'est cet effet multiplicateur. Puisque tu contrôles tout, la moindre amélioration, même infime sur une des couches, eh bien, elle se propage partout. Tes plus deviennent plus rapides, ça te permet d'entraîner des modèles d'IA plus gros, plus puissants. Tes modèles sont plus puissants, ça rend ton moteur de recherche, ton YouTube, ton Gmail infiniment plus intelligent. C'est une boucle de rétroaction, une boule de neige qui grossit et qui devient juste impossible à arrêter pour les autres. Et l'incarnation ultime de cette stratégie, l'arme de destruction massive, elle a un nom. Gemini. C'est le modèle d'IA qui est censé devenir le nouveau système nerveux de tout l'empire Google. Voilà, ça résume parfaitement le changement de paradigme. Avant, les produits Google, aussi bons soient-ils, c'était un peu chacun dans son couloir, ils se parlaient à peine. Des silos. Maintenant, Gemini, c'est la colonne vertébrale qui connecte tout. Pour la première fois, l'écosystème Google, ça ressemble moins à une collection d'applis balancées dans le même sac et plus à un seul organisme, un seul cerveau cohérent et intelligent. Et quand on dit que c'est partout, c'est pas une figure de style. C'est vraiment partout. Ce n'est pas un petit bouton IA ajouté ici ou là. On parle d'une intégration en profondeur au cœur de leurs plus gros services. Search, YouTube, le cloud, Gmail et même les bagnoles autonomes de Waymo. Ça ne fait pas qu'ajouter une fonctionnalité. Ça change carrément l'ADN de ces produits. Bon, la stratégie est solide, d'accord? Mais pour nous, dans la vraie vie, ça change quoi concrètement? La grande promesse, le baratin marketing, c'est de, soi-disant, libérer une vague de créativité latente. Rien que ça. On va voir si c'est pas du pipeau. J'adore cette citation de Pichai, il le dit en se marrant à moitié. En gros, PowerPoint a transformé le monde entier en créateur de présentations à rallonge jusqu'à l'indigestion totale. L'espoir, avec l'IA, c'est de pouvoir enfin faire marche arrière, arrêter de nous noyer sous des montagnes d'infos et la rendre à nouveau digeste, pertinente. Finir l'enfer des réunions PowerPoint, en somme. L'idée de fond, c'est de faire sauter les verrous techniques, de donner à n'importe qui les outils pour exprimer une idée complexe sans avoir à se taper des années de formation en code ou en design. On veut créer une infographie qui claque, une petite appli pour organiser les vacances, suffirait de le décrire en langage naturel. L'outil ne serait plus un obstacle, mais juste le prolongement direct de notre cerveau. Et cet exemple du vibe coding, c'est juste la parfaite illustration. C'est hallucinant. Un type de l'équipe de com de Google, qui ne sait pas coder une ligne, a réussi à créer une page web interactive pour son gamin. Comment? Juste en décrivant ce qu'il voulait, son vibe, à l'IA. On ne parle plus de coder, on parle de décrire une intention. Et ça, c'est une putain de révolution.
Bon, et après, comment tout ce bordel s'inscrit dans le futur? Parce que si on écoute Google, le spectacle ne fait que commencer. On n'a encore rien vu. Ça, c'est peut-être l'idée la plus vertigineuse du lot, lâchée par Pichai. Il faut vraiment prendre une seconde pour y penser. Aussi bluffants que soient les outils d'IA aujourd'hui, ce sont objectivement les plus nuls, les plus mauvais qu'on utilisera de toute notre vie. À partir de maintenant, ça ne va faire que s'améliorer et de manière exponentielle. C'est à la fois hyper excitant et franchement flippant. Et Google ne mise pas tout sur le logiciel. Ils continuent de claquer des milliards dans des paris complètement fous, leurs moonshots, sur des technologies de rupture. On parle d'informatique quantique, de data center en orbite, de robotique avancée, des trucs qui sortent tout droit d'un film de SF, mais qui sont bien réels et qui sont là pour leur assurer la domination pour les décennies à venir. Et ce ne sont pas juste des délires de geeks. Ce graphique le montre. Il y a une vraie stratégie, avec des échéances différentes. L'IA générative, c'est la bataille d'aujourd'hui, mais prépare déjà les armes pour la guerre d'après-demain avec le quantique et pour celle d'encore après avec l'espace. En gros, ils se battent sur tous les fronts en même temps. Le présent, le futur proche et le futur très, très lointain. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que l'histoire du grand retour de Google, elle est solide, elle est bien écrite. Ils ont un plan, une vision et surtout, ils ont les poches quasi infinies pour financer leurs ambitions. Mais dans le monde de l'IA, où tout change à une vitesse délirante, rien n'est jamais acquis. Google est de retour dans le game, c'est certain. La seule question, c'est pour combien de temps? La guerre ne fait que commencer et elle va être sanglante.